Bonjour à tous. Je me présente rapidement en attendant que tout le monde arrive. Je suis Faustine Tillard, je travaille chez Mobidis et je m'occupe en particulier du développement de la bibliothèque Sondo qu'on a créée en partenariat avec ILT, notre partenaire suédois. Dont Jacob ici présent est le directeur. Du coup, aujourd'hui, l'idée, c'était pas particulièrement de vous parler de Sondo en détail, mais plutôt de vous montrer un autre système éducatif et voir un peu comment il fonctionne et comment sont accueillis les élèves 10 et les élèves à besoins éducatifs particuliers en Suède. Donc, ça va être surtout Jacob qui va prendre la parole et du coup, c'est aussi accessoirement le lancement d'un cycle de webinaires sur justement l'accueil des EBEP au collège et dans le système scolaire. Du coup, là, on commence avec le système suédois. La semaine prochaine, on aura la chance d'avoir Isafil qui est professeur de lettres, qui est aussi professeur de latin, qui travaille pour l'Académie du 77 et qui fait plein de choses et qui nous parlera de la pédagogie différenciée. Donc, ça risque d'être très intéressant aussi. Je vous encourage à vous inscrire. J'ai vu qu'il y en avait pas mal d'entre vous qui l'avaient déjà fait. Donc voilà, on va peut-être attendre encore quelques minutes avant de commencer. Mais du coup, peut-être Jacob, c'est le moment de te présenter très rapidement en attendant d'entrer dans le vif du sujet. Et j'ai pas précisé aussi, mais donc Jacob, Jacob est suédois, mais il va faire la présentation tout en français. Donc Je vais essayer. Encouragements pour Jacob. Bon, merci, merci Faustine. Je change le page là un peu. Bonjour. Comme Faustine vous a dit, je m'appelle Jacob et je suis le directeur de ILT, qui est le partenaire suédois de Sondo. Et bon, j'ai été invité ici pour ce webinaire pour décrire le système éducatif suédois et en particulier son travail pour l'accueillir les EBUP et dyslexiques. Et nous, chez ILT en Suède, nous avons une longue expérience de la matière. Et c'est pour ça qu'on est partenaire avec Sondo en France, parce qu'on collabore. Mais on attend quelques minutes encore ou... On va peut-être attendre 2 petites minutes. J'ai aussi oublié de préciser que certains ont déjà vu qu'il y avait un chat où vous pouvez poser toutes vos questions. N'hésitez pas, on va y répondre soit au fur et à mesure, soit on prendra les plus importantes à la fin de la présentation. Je vois la première concernant la liste complète des webinaires à venir. Je vais vous mettre ça. De toute façon, j'enverrai un mail à tout le monde avec ce webinaire-là qui sera enregistré. Et puis, je vous mettrai la liste des prochains sur lesquels vous pourrez vous inscrire aussi. Donc, tout ça arrivera par mail aujourd'hui ou demain. Et je crois que pas mal de monde est arrivé. Et du coup, on peut peut-être commencer doucement, Jacob. Ok, très bien, merci. Et comme c'est écrit, je vais commencer un peu de parler avec le système scolaire suédois. Et comment ça marche, particulièrement à propos des EBUP et les élèves dyslexiques. Et on verra si je peux changer le page là. Juste voilà. petite précision, je te coupe Jacob, après j'arrête. EBEP, comme la plupart d'entre vous êtes des professeurs, voilà, vous savez ce que c'est, mais certains ne le sont pas. J'ai cru voir des gens de divers horizons. Du coup, EBEP, c'est élèves à besoins éducatifs particuliers, et donc c'est de ça qu'on va pas mal parler aujourd'hui. Merci. Et alors, pour commencer avec le système éducatif suédois, il faut comprendre que le système est principalement dirigé par les communes. Et en Suède, il y a 290 communes. Elles sont chargées de l'éducation depuis la maternelle jusqu'au lycée. Et ce sont elles qui emploient les enseignants. Le financement de l'école leur revient également.
La seule exception est celle des écoles privées. En Suède, il est interdit de faire payer les parents pour scolariser leurs enfants. Les écoles privées, donc, sont aussi financées par les municipalités, mais elles sont gérées de manière indépendante. Il y a plusieurs groupes d'écoles privées dont chacun dirige plusieurs écoles. Environ 20% des élèves sont scolarisés dans les écoles privées. Et sur ce page-là, vous voyez qu'il y a deux agences gouvernementales qui nous intéressent. Le premier, c'est le ministère de l'Éducation, qui est responsable des programmes et des objectifs des écoles. Il s'occupe également des examens à l'échelle nationale et regroupe les statistiques. Le ministère de l'Éducation s'occupe aussi des directives concernant l'inclusion et des méthodes d'intégration des EBUP. Et pour notre sujet d'aujourd'hui, le SPSM est également pertinent. Cette agence gouvernementale est responsable de l'accompagnement des écoles sur les thématiques des EBUP. Les enseignants et les écoles peuvent se tourner vers l'SPSM pour leurs questions. Le SPSM dispose aussi d'une importante liste de ressources accessibles aux EBUP sur son site. Et du coup, donc, pour faire un peu le parallèle avec la France, le SPSM, ce serait un peu l'équivalent de nos MDPH, donc les maisons départementales du handicap. Ouais. Bon, et ça c'est le système, mais il faut toutefois aussi avoir conscience du fait que le système éducatif suédois n'est pas parfaitement égalitaire, malgré les règles des programmes décidés par le ministère. Les ressources et compétences allouées aux écoles varient en fonction des municipalités. Et cela n'est que partiellement compensé par les fonds spéciaux envoyés par le gouvernement. Et du coup, c'est un peu pareil en France pour le coup là. Nous, c'est pareil, les financements dépendent aussi des différentes politiques départementales, donc des différents budgets alloués au handicap et à l'éducation. Du coup, ça varie aussi selon les départements. Ouais. Bon, on continue avec les droits des élèves. Un des éléments essentiels de l'accompagnement des EBEP est le principe des droits des élèves. En Suède, la loi impose que tous les élèves ont le droit à une éducation qui leur permettra d'atteindre les objectifs minimums pour réussir les examens. C'est un principe très fondamental qui influence toutes les actions menées dans le cadre scolaire. Les professeurs et les directeurs d'établissement doivent donc faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer ce droit. Ils doivent être en mesure d'allouer des ressources supplémentaires ou de mettre en œuvre des méthodes alternatives afin de permettre aux enfants d'atteindre cet objectif. Et du coup, ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que si on le met en opposition avec ce qu'on a en France, nous, on a un droit à l'éducation, mais qui est assez proche. Mais finalement, on n'est pas du tout dans la même, dans les mêmes implications, puisque c'est pas un droit à la réussite. Donc ça pose question des attentes envers les professeurs, envers l'équipe pédagogique. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les conséquences en termes d'implication de l'équipe pédagogique? Qui est responsable de la réussite des élèves? Est-ce que c'est le professeur? Est-ce que c'est le directeur de l'école? Et qu'est-ce qui se passe si un enfant échoue? Oui, très bien, bien sûr, bien sûr. Et je vais changer de page ici parce que là, on va voir un peu ce que tu demandes. À l'échelle de l'établissement, il y a 3 acteurs qui partagent la responsabilité d'assurer aux enfants une égalité des chances. Le premier, c'est l'enseignant. Il a la responsabilité d'adapter sa pédagogie en classe.
Il a aussi la responsabilité de faire remonter les informations au directeur s'il n'est pas en mesure de gérer la situation et de venir en aide à une ou des élèves. Ensuite, le directeur, il a la responsabilité globale de l'éducation de tous les élèves. Ça veut dire qu'il va pouvoir garantir un enseignant et BEP disponible pour les besoins de l'établissement. La plupart des écoles ont au moins un enseignant et BEP qui peut accompagner les autres enseignants dans leur travail avec les élèves. Et du coup, donc ça, ce serait l'équivalent de nous, nos professeurs Ulysse ou les référents EBEP. Par contre, nous, pour les référents EBEP, il n'y a pas forcément d'heures dédiées. À moins que je me trompe, là, c'est vous les professeurs qui pourront me dire ça peut-être. Mais il me semble que pour beaucoup de référents EBEP, c'est juste une petite mission supplémentaire, mais sans véritable temps alloué à ce travail. Ouais, ouais. Et dans certains cas, l'enseignant EBEP peut travailler directement avec les élèves dans le cadre d'intervention d'un petit groupe, par exemple. D'accord, donc là, ce serait plutôt l'équivalent de nos classes Ulysse. Oui, oui. OK, mais pour illustrer cette chaîne de responsabilité un peu plus proche, je vais vous expliquer cette page-là. C'est un processus qu'on trouve dans l'école et ça commence avec les extra-adaptations à la gauche. La première phase, c'est qu'un enseignant réalise qu'il y a un problème, ou ça peut être un parent qui attire l'attention de l'enseignant sur le problème. Il doit alors appliquer les méthodes d'extra-adaptation pour son élève. Ça prend la forme de petites adaptations en classe. Par exemple, la mise à disposition des livres d'audio, proposer des heures de soutien scolaire supplémentaires et l'accompagnement d'un enseignant EBEP. Si tout ça ne s'avère pas suffisant, le professeur va se tourner vers le directeur qui va évaluer la situation et mettre en place un programme d'accompagnement spécial. Ça comprend des adaptations plus importantes dans l'enseignement proposé à les élèves. Ça peut être des cours de soutien, des cours de petits groupes, une aide externe avec une assistante, etc. Pour les enfants présentant des troubles très, très graves, par exemple les handicaps mentaux, il y a des écoles spécialisées. Cette option est toutefois rarement utilisée et elle ne concerne que les enfants qui ne sont pas en mesure de recevoir une éducation classique. D'accord. Et du coup, donc ça sur le papier, ça paraît très, très bien. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que les élèves sont bien intégrés, que ce soit par les profs ou par leurs camarades? Parce que tout ça enfin, l'adaptation justement, c'est évidemment que sur le principe, c'est très, très bien, mais ça prend du temps. Et est-ce que du coup, il y a vraiment, il y a des heures prévues pour les professeurs, traditionnels entre guillemets, en tout cas qui ne sont pas référents EBEP? Est-ce qu'il y a des heures prévues pour cette adaptation ou est-ce que la charge supplémentaire est dédiée aux référents EBEP? Bon, mon impression générale, c'est que ça fonctionne plutôt bien. La première étape, les extra-adaptations, est largement favorisée par les différents outils faciles à prendre en main. Et les professeurs comprennent qu'ils ont cette responsabilité. Mais en même temps, les résultats varient en fonction des professeurs, évidemment. La phase suivante est beaucoup plus lourde pour toutes les personnes concernées et ça prend aussi beaucoup de temps. Mais l'impression que c'est que ça fonctionne très bien. Bravo. Je dirais aussi que les professeurs, ils comprennent que c'est son responsabilité. Ils doivent prendre du temps pour faire ça aussi. OK. OK. Et en plus des personnes, les professeurs, il y a bien sûr des moyens techniques pour faciliter l'adaptation pédagogique. Et en Suède,
Je vais lister ici quelques systèmes qu'on utilise. Les solutions proposées dans la plupart des écoles scolaires, des établissements scolaires sont bien sûr les ordinateurs ou iPad pour les élèves. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a beaucoup des écoles qui sont un ordinateur par enfant. Sur les ordinateurs ou sur les iPads, on a beaucoup des autres choses. Par exemple, les livres d'audio, comme le service de Sono en France. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent les synthèses vocales pour les textes n'étant pas présentés dans Sono. Et je dirais aussi que la plupart des outils qui sont disponibles pour ces élèves sont disponibles à tous les élèves afin d'éviter la stigmatisation. Stigmatisation, difficile. C'est un mot difficile. Et donc, du coup, quand tu dis un ordinateur par élève, c'est vraiment pas un ordinateur par élève 10 ou par EBEP, c'est vraiment un ordinateur par élève. Oui, ça commence, je dirais que ça commence vers l'âge de 10 ans, D'accord, 10, 12 donc au ans. collège. Au collège, c'est partout, je dirais. Avant le collège, ça existe, mais pas partout. Ok. Mais les élèves de DUS, si on regarde à l'arrière, les élèves de DUS, ils avaient déjà un ordinateur beaucoup plus tôt que les autres élèves. D'accord. Ça a existé de dizaines d'années. Bon, on va jeter un coup d'œil sur l'usage de ces différents outils, essentiellement dans le contexte extra-adaptation. Et chez ILT, nous, en Suède, on a demandé à 800 enseignants quel outil est-ce qu'ils utilisent. On peut voir que les versions audio, dans cette illustration-là, on voit que les versions audio de manuels scolaires sont les plus utilisées de tous ces différents outils. En général, en Suède, les livres audio sont très présentés dans la société, pas seulement dans l'école. Et il est tout à fait accepté et courant qu'un élève en difficulté, un dyslexique par exemple, utilise ce type de ressources pour pouvoir suivre le programme. Les autres outils populaires sont les solutions de voix synthétique et divers supports numériques. Je pense aussi qu'il est un peu intéressant de noter que 25% des enseignants enregistrent eux-mêmes des textes pour les élèves. C'est une grande ambition là. Oui, là, ça prend du temps, mais j'en connais quelques-uns en France qui passent des heures et des heures aussi à enregistrer leur manuel ou des livres pour leurs élèves. Et du coup, concrètement, est-ce que les EBEP acceptent facilement d'utiliser des outils différents ou est-ce que ces outils sont proposés à tous les élèves et du coup, ça facilite justement l'intégration pour les élèves à besoins éducatifs particuliers? Bon, de ce qu'on peut voir, cette stigmatisation a disparu depuis longtemps. Maintenant, les outils sont des applications sur le mobile ou sur l'ordinateur. C'est pas un truc spécial. Et c'est devenu très pratique, très courant, de même que les diagnostics et la compréhension de la dyslexie par les professeurs et les élèves. Je pense qu'on a fait des grands progrès là les derniers 10 ans. D'accord. Et du coup, les enseignants ont spontanément intégré ces ressources à leur pédagogie ou est-ce que justement le fameux référent EBEP doit insister régulièrement pour que ce soit pour leur rappeler l'existence de ces différents outils et puis surtout les inciter à les utiliser? Bon, c'est très variable, je pense. Ça dépend du professeur et aussi du référent et BEP. Mais dans le cas où le prof ne prend pas en charge ses responsabilités, le référent BEP doit imposer son soutien. D'accord. Et du coup, tu parlais tout à l'heure des communes qui sont en charge de
tout ce qui est éducation. Est-ce que c'est elles qui, du coup, financent ces outils-là? Et puis, est-ce qu'elles incitent les professeurs et les élèves à utiliser les ressources? Est-ce qu'il y a un travail vraiment d'acculturation de la part des communes? Oui, je dirais que généralement, ces outils sont financés par les communes pour tous leurs écoles. C'est le normal. Parce qu'on a parlé plutôt d'égalité. Et pour ça, les communes veulent faire ces outils accessibles sur tous les écoles. Et les communes aussi incitent les professeurs à les utiliser, notamment en proposant des programmes de formation pédagogique. D'accord. Bon, finalement, je vais vous montrer, on parle des 800 enseignants en Suède, on a demandé quelques questions à propos de l'équivalent suédois de Sondo, qui est très utile aux de nombreux enfants en Suède. Comme on peut le voir sur cette graphique, presque tous les enseignants interrogés s'accordent sur son utilité. Donc, avec ça, je veux dire merci à tous. J'espère que ce petit aperçu du système éducatif suédois vous a intéressé et peut-être donné des idées nouvelles. Du coup, donc j'ai vu qu'il y avait quelques questions. N'hésitez pas à revenir là sur un peu ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient de dire. Je ne sais pas s'il y a des choses qui n'étaient pas claires ou qui étaient intéressantes au contraire et que vous aimeriez discuter. J'ai vu qu'il y avait une question sur comment les familles sont associées à ces adaptations. Peut-être que tu peux nous répondre là-dessus, Jacob. La question, c'est comment on travaille avec la famille sur Ouais. cette adaptation. Ouais, je dirais que ça, c'est vraiment une responsabilité des écoles, ça. C'est comme on le voit. Mais bien sûr, c'est important de faire les parents, que les parents comprennent comment ça marche. Ça dépend un peu des âges des élèves aussi. Mais je pense que la plupart des parents des élèves dyslexiques, par exemple, ils travaillent beaucoup pour aider les enfants. Et ils sont aussi très, très, très contents d'avoir des outils qui peuvent les aider. Avant que les outils par exemple, les manuels scolaires en audio, avant que ça existe, il y a beaucoup des parents qui ont aidé les enfants et qui ont lu pour les enfants. Et comme ça aide beaucoup à la maison aussi. D'accord. Là, j'ai une question sur le lien entre les écoles et les professionnels de santé concernant le choix des adaptations. Est-ce que tout se fait au sein de l'école ou est-ce que vous faites appel aux orthophonistes Ouais, non, ça c'est une question très bonne, mais tout ça est fait dans l'école. Et l'école a la responsabilité comment dire en français, de faire le investigation, l'enquête un petit peu de déterminer qu'il y a un problème, quoi. Et aussi adapter l'éducation. Donc c'est l'école c'est le professeur qui dit cet élève est dyslexique ou c'est l'école qui s'aperçoit Oui, des problèmes et qui oui. envoie ensuite chez un docteur. Ouais, non, c'est l'école qui dit ça, mais on peut aussi aller au docteur, mais c'est pour autre chose. C'est peut-être c'est dehors de l'école. Des fois, on a besoin d'un papier, par exemple pour le licence de conduire. S'il y a un papier que je suis dyslexique, je peux avoir autant de temps. Mais ça, c'est dehors de l'école. À l'école, c'est l'école qui est responsable et l'école doit avoir les compétences, soit dans l'école ou soit utiliser une autre personne qui peut faire l'investigation.
D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des orthophonistes au sein de certaines écoles ou pas du tout? Parce que c'est le cas dans d'autres pays où il y a des orthophonistes qui sont, comme il y a l'infirmière scolaire, et ben, il y a l'orthophoniste de l'établissement. Est-ce que c'est des choses qui se font ou pas? Je dirais que ça existe, mais ça existe plutôt au niveau de communes municipales. Ok. Là, il y a souvent une organisation qui s'occupe des questions comme ça et qui aussi aide les écoles. Donc, quelqu'un qui va tourner dans les différentes écoles du territoire. Oui. Et alors, dans les autres questions, c'est intéressant aussi. Est-ce que les enseignants ont une formation spécifique sur les situations de handicap dans leur formation initiale? Je dirais non, pas obligatoirement, mais je pense que souvent il y a des possibilités euh, De se former au de- cours de exactement, l'enseignement? exactement. D'accord. Et Mais c'est le professeur comment dire, il s'appelle quoi, le référent? le référent et BUP, Ouais. il ou elle a une formation réelle sur ce sujet. Mmh. D'accord. Alors, autre question sur les examens officiels. Est-ce que les outils, comme Sondo par exemple, sont autorisés lors des examens? Euh, Une grande question en France parce qu'il y a tout un débat sur, il y a de plus en plus d'outils qui entrent dans les écoles et c'est très bien. Après, souvent les élèves 10 sont privés de ces outils-là pour, passer les examens et du coup ça pose problème évidemment. Oui, là, je ne suis pas tout à fait sûr, mais il y a en Suède, on n'a pas des examens comme en France à la fin de l'année. Mmh. Plutôt, on a des examens toute l'année. D'accord. Euh, C'est et pas ici, aussi, il y a deux types d'examens. Il y a les examens que le prof fait avec les Mmh. enfants, et aussi il y a des examens nationaux qui sont gérés par le ministère. Et sur les examens du professeur, c'est le professeur qui décide ce qu'ils peuvent utiliser. Mais sur les examens nationaux, c'est les ministères qui décident. Et là, il y a une grande discussion euh, si on peut utiliser cet outil ou pas. Et ça dépend de quel examen. Sur l'examen de suédois, quand il faut lire, beaucoup lire, là, en fait, c'est interdit d'utiliser cet outil. Et Mmh. ça, c'est une question qui est très, très discutée. En ce moment. Il y a vraiment des gens, les organisations de dyslexie qui poussent pour pour faire que ça sera possible. Mmh. D'accord. Et donc autre question, quelles formations sont proposées aux enseignants? Donc, est-ce que tu as une idée un petit peu du type de formation spécifiquement sur l'accueil des élèves 10? Là, je ne sais pas vraiment. Les municipales, ils ont toujours la responsabilité D'apporter de des proposer des formations pour mmh, les enseignants. Il y a beaucoup de cours dans l'université, comme ça. Les enseignants qui ont un intérêt très, très fort peuvent oui, peuvent participer à ces cours. d'accord. Et du coup, une question spécifiquement sur son dos, est-ce que c'est une option dans les collèges ou tous les collèges, souscrivent à son dos? Et aussi, du coup, ça m'amène à une autre question qui est, est-ce que c'est les collèges qui souscrivent individuellement à son dos? Donc est-ce que c'est les collèges ou écoles qui s'abonnent, elles-mêmes? Ou, est-ce que c'est la commune qui va décider d'équiper tous ces établissements? Ouais, en Suède. En Suède, Je oui. dirais, yeah. Je dirais que le normal, c'est que les communes achètent et payent pour le service. Oui, Mmh. c'est presque partout comme ça. D'accord. Et du coup, quand elle paye pour son dos, est-ce que toutes les écoles sont obligées
entre guillemets, de l'utiliser? Ou est-ce que c'est, elles disent: «Bah, voilà et vous avez la possibilité d'avoir cette ressource, est-ce que ça vous intéresse?» Et c'est vraiment au choix de l'école. Parce que nous, en France, on a, donc là, je prends l'exemple spécifiquement des collèges où, qui sont gérés par les départements, mais c'est techniquement, dans les faits et dans la loi, c'est aux établissements de gérer et de souscrire à leurs propres ressources pédagogiques puisque ce sont les Mmh. professeurs et que ce sont eux qui ont la compétence, vraiment ressources et enseignement. Bah, je pense que c'est le même situation en Suède. Mmh C'est le professeur qui décide, mais aussi il y a le loi qui dit qu'il faut aider les enfants. mh. Et comment est-ce qu'ils peuvent aider les enfants? Bon, Sondo, c'est un outil très, très pratique. Et aussi, il y a les parents qui veulent que l'école font des choses pour les enfants. Comme ça, j'ai jamais entendu qu'il y a il y a jamais quelqu'un qui pense que Sondo n'est pas un bon outil pour les enfants. Et ça Mmh. change pas vraiment, et ça change pas comment les enseignants travaillent. C'est seulement un outil pour les enfants quand ils fait les devoirs. Ouais. Trucs comme Oui, ça. donc son dos et comme beaucoup d'outils, finalement, c'est proposé plus aux enfants qu'aux enseignants, en fait. Oui, oui, je dirais, oui. Et du coup, Heu, le rôle des enseignants là-dedans, ce serait quoi finalement? Plus d'informer les élèves et de lorsqu'ils disent: «Eh bah, vous avez tel livre à lire», leur proposer de le lire soit en version papier, soit sur son dos pour leur rappeler que cet outil est disponible? j'ai pas tout à fait compris la question. Est-ce que le rôle des enseignants, Ouais. du coup, c'est de vraiment prescrire son dos? Donc, de leur dire, de quand il y a un livre à faire lire, par exemple, pour les élèves, leur dire: «Vous avez la possibilité de le lire soit en version papier, soit sur son dos» et ensuite c'est l'élève qui choisira le support qui lui convient? Ouais, je pense que ça peut être différent dans les Mmh. différentes écoles, mais je pense plutôt que c'est l'élève qui choisit. Ouais, ouais. Mais il y a toujours cet outil qui est accessible pour les élèves qui veulent. Mais aussi, je pense que c'est important, bien sûr, que le professeur qui voit que chez un élève là-bas qui qui a un problème, mais qui veut pas utiliser quelques outils, de aider l'élève pour essayer d'utiliser les outils. Mmh. Parce que dans toutes les écoles, il y a des élèves qui sont pas tellement motivés, comme ça, qui ont besoin un peu d'aide. D'accord. Là, j'ai pas mal de questions sur les équipements informatiques. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il y avait à peu près un équipement, donc, tablette ou ordinateur par élève, en tout cas à partir de 10 ans et plus. Mmh. Et une question sur, d'une, savoir est-ce que, cet équipement est disponible en classe et à la maison? Et puis quel type d'équipement c'est? Est-ce que c'est des tablettes? Est-ce que c'est des ordinateurs? Est-ce que Mmh. ça dépend? Donc, pas mal de questions là. Bon, quand on parle des ordinateurs qui sont un ordinateur pour chaque élève, là, il y a un ordinateur qui vient avec l'élève à la maison. Comme ça, D'accord. l'élève peut utiliser à la maison et à l'école. C'est comme ça. Il y a une question qui finance les ordinateurs. Là, c'est la municipalité qui est responsable de toute l'école, qui finance tout, le bâtiment, les salaires, les, les enseignants et le- les ordinateurs, comme ça. Mmh. Euh, Est-ce que j'ai manqué une question là? Non, je crois qu'on a pas mal fait le tour. S'il y avait une Vous avez aussi demandé quel type des ordinateurs. mmh, Là, je dirais que dans les plus petites classes, en Suède, on dit première, deuxième, troisième classe, c'est quelque chose en français, euh, 7, 8, 9 ans. mmh, Là, il y a beaucoup de iPads, des mmh. tablettes, mais dans le collège, c'est plutôt des ordinateurs normaux et beaucoup de Chromebooks. Ça, Mmh. les derniers 5 ans, il y a plus en plus de Chromebooks. Ouais, l'hybride du coup. D'accord. Là, j'ai une question sur, l'usage des livres audio.
On me demande si est-ce que ça glisse vers les élèves ordinaires, en tout cas les normaux lecteurs, et est-ce que du coup ça ne retarde pas ou n'éloigne pas la lecture papier par facilité? Moi, je pense que ça, c'est une question qui est plus grande. C'est une question du professeur, comment travailler avec les enfants. Euh, Ça, c'est difficile en français, mais c'est vrai que les enfants, ils doivent pratiquer le lire et pratiquer plus en plus. Mais je pense qu'il faut aussi penser qu'il y a des fois qu'on lit pour comprendre des choses, bon, en biologie, ou chimie, trucs comme ça. Et il y a des autres temps on lit pour pratiquer le lecture. Et si, comme professeur, il faut trouver la balance entre les deux différentes choses là. Je pense pas qu'on a un problème général en Suède que tout le monde vont vers le livre d'audio. Euh, il y a des gens qui sont pas dyslexiques, qui utilisent nos services en dos, mais c'est plutôt parce qu'elle peut écouter le devoir quand elle va à l'école ou quand Mmh. elle s'entraîne ou quelque chose comme ça. J'ai pas entendu d'usage mal, on dit ça, Mauvais, mauvais j'imagine. usage comme ça. Ouais. D'accord. C'est intéressant, c'est une question qui revient, souvent, hein, même, en France du coup et j'en profite pour rappeler du coup qu'il y a 2 formats différents dans le Sondo français. Il y a la partie donc manuel scolaire qui est uniquement en audio et la partie littérature qui est, vraiment, enfin c'est le format Frog, donc c'est du livre numérique avec des outils d'aide à la lecture qui inclut l'audio. Donc c'est deux idées différentes. Clairement, sur les manuels scolaires, on est beaucoup plus dans un usage dédié aux élèves en grosse difficulté de lecture, hein, alors dyslexie ou autre. Et du coup, bon, ça ne déteint pas entre guillemets sur les élèves qui n'ont pas de problème de lecture parce que faut aussi avoir à l'esprit qu'en fait c'est fatigant d'écouter et de comprendre ce qu'on écoute. C'est presque plus fatigant que de lire quand on n'a pas de problème de lecture. Enfin, faites l'essai, vous verrez. Moi, je sais que quand j'écoute un manuel scolaire, je ne retiens pas du tout ce que j'ai écouté, alors que quand je vais lire le texte, ça va être beaucoup plus simple. Bah, pour la majorité des élèves, c'est la même chose. Par contre, pour les élèves 10, là, on est dans la situation inverse. Et je pense qu'il y a pas mal de profs, là, j'ai vu, qui écoutent, qui participent à ce webinaire, qui sont abonnés à Sondo et qui peuvent donc peut-être nous faire des petits commentaires là-dessus. Et après, sur la partie donc œuvre des littératures, là, c'est vraiment, en effet, c'est un peu plus pour tout le monde puisqu'on a le texte intégral et on intègre ou pas on active ou pas les différents outils d'aide à la lecture. Après, Sophie qui travaille chez nous et avec laquelle nos abonnés sont en contact le dit très bien. On peut aussi lire avec ses oreilles et après, ça dépend de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut qu'un élève ait compris et lu Balzac enfin voilà, il a retenu Balzac ou est-ce qu'on veut qu'il déchiffre Balzac avec ses yeux. Enfin, c'est un vaste sujet et je pense qu'on pourrait y passer des heures, mais en tout cas des retours qu'on a, ça ne déteint pas trop sur les élèves qui n'ont pas de problème de lecture. Et l'idée aussi de Sondo, c'est quand même pas de rester sur du numérique. L'idée, c'est de faciliter et de montrer que la lecture, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. C'est compliqué quand on a un handicap, mais ça peut être surmonté. Et du coup, de les amener par la suite vers du livre papier. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question ou si j'ai complètement dérivé, mais en tout cas, c'est une question qui revient très souvent et dans la pratique, les retours qu'on a eus, on n'a pas trop eu de «dégâts» entre guillemets.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des gens qui veulent réagir à ce qu'on a dit jusqu'à présent? C'est une préoccupation des professeurs. Bah oui, je sais. Je sais que c'est une préoccupation des professeurs, mais faut utiliser, faut tester et c'est intéressant d'avoir les retours aussi à la fois des élèves et des professeurs justement qui ont ces préoccupations. Donc, je dis merci aussi. Merci Faustine de me recevoir. Bonjour à tous. Bonne journée. Et ben merci à tous en Bonne tout journée. Ouais. cas. Et puis, comme je disais tout à l'heure, je vais vous envoyer la vidéo du webinaire comme ça si, pour ceux qui n'ont pas pu assister ou si vous voulez revoir des choses ou, partager tout ça avec, vos collègues justement, n'hésitez pas. Donc ça, c'était le premier webinaire d'un cycle de webinaires sur l'accueil des élèves, à besoins éducatifs particuliers. On a le prochain qui est mercredi prochain, donc le 27, avec Isafil qui nous parlera de pédagogie différenciée. Donc ça risque d'être très intéressant aussi. Ensuite, on aura, Laetitia Branciard qui est notamment, présidente adjointe de la FF10, donc la Fédération française des 10, qui nous présentera, qui fera un petit aperçu de ce qui existe en matière de livres adaptés. Donc à la fois livres adaptés en version papier et en version numérique. Et puis en mars, après les vacances, de février, on aura 2 AESH qui ont mis en place un super projet de sensibilisation au handicap dans leur établissement avec, de sensibilisation pour les élèves, pour les professeurs et cetera. Et du coup, elles vont nous parler un peu de ce projet, de comment ça est venu l'idée, comment ça s'est mis en place, quels sont les résultats. Et voilà, et on aura pas mal d'autres choses, par la suite. N'hésitez pas aussi s'il y a des sujets qui vous intéressent en particulier. On peut aussi se débrouiller pour trouver des intervenants qui peuvent y répondre. L'idée de ce cycle de webinaire, c'est vraiment de trouver des solutions, d'échanger, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et puis voilà. Donc merci à tous et à bientôt. Et merci encore Merci Yacoub et Faustine. bravo pour le français. J'espère que vous savez comprendre un peu. Compris. Vous avez compris. Merci. Merci à tous.